Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un lapdoc, on va le faire nous-mêmes et je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est et on va voir ensemble le marché, les alternatives, la conception de mon lapdoc et puis on fera un petit bilan du résultat final. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lapdoc? Un lapdoc, ça ressemble à un PC portable, mais c'est pas un PC portable parce qu'il n'y a aucune puissance de calcul, il n'y a rien du tout dedans. Il attend qu'on le branche à typiquement votre Samsung S quelque chose, celui qui est équipé d'un mode DeX ou d'un ordinateur. Donc c'est équipé d'un écran tactile ou pas, d'un clavier et d'un touchpad, et puis il a une batterie intégrée, ce qui permet à la fois de recharger le téléphone et d'alimenter l'écran. Le tout est connectable par un câble USB-C qui va transporter d'une part la vidéo et d'autre part recevoir le clavier et le touchpad comme éléments entrants. Et également, ça va recharger votre téléphone. Donc c'est très simple grâce à ce type de connectique qui est relativement récente. Donc ça pourra faire fonctionner un smartphone équipé d'un mode desktop, c'est-à-dire un Samsung qui est équipé de DeX, ou un Honor qui a Magic Desktop, ou un Huawei, ou je pense que OnePlus aussi pour certains de ces modèles. Je suis pas tout à fait au courant de tout. Sinon, ça fera simplement du mirroring de l'affichage en vertical, c'est pas très intéressant. Mais ça peut servir également à un mini PC, vous savez, ces petits PC très faciles à transporter, mais qui ont forcément ni clavier ni souris. Donc tout ça pourra remplacer avantageusement le transport d'un clavier, d'une souris et d'un écran à part. Alors l'inconvénient de la plupart des lapdocs, c'est qu'ils sont souvent proposés en QWERTY, donc c'est presque introuvable un AZERTY. Il n'y a finalement pas tant de modèles que ça qui sont disponibles. C'est assez cher pour ce que c'est, on est souvent au-dessus de 250 €. Et puis finalement on arrive au prix d'un PC portable d'entrée de gamme ou d'occasion. Donc on peut se poser des questions sur l'intérêt. Par contre en termes d'avantages, c'est très compact par rapport à emmener et un clavier et une souris et un écran. Ça fonctionne juste avec un seul câble, donc c'est très très compact, donc c'est bien intégré, et il y en a même certains modèles qui fonctionnent en sans fil avec de la transmission vidéo sans fil, de la recharge sans fil et du clavier souris Bluetooth donc sans fil. Alors le marché c'est quoi? Le premier qui a sorti l'équivalent d'un lapdoc finalement c'était Motorola, qui avait sorti ça comme un accessoire un peu luxueux pour son smartphone haut de gamme qui s'appelait le Atrix, et j'en ai eu un. Et donc lorsqu'on le branchait, il y avait une sortie spéciale, lorsqu'on le branchait avec sa sortie vidéo, ça lançait un mode Unix, un mode Linux en réalité, et ça mettait un certain temps à s'activer, et on se retrouvait dans un environnement type desktop, mais pas très fluide et avec des restrictions nombreuses sur les applications. C'était assez limité et le succès, n'est pas arrivé, donc ils ont fini par abandonner cette idée. Mais ça a donné des idées puisqu'on a vu l'année suivante Asus sortir le Padphone, qui était un combiné tablette et téléphone. Le smartphone venait se glisser au dos de la tablette. Fujitsu, Nex et puis Razer aussi ont sorti des concepts. Et on va revenir justement sur Nex. Le Nex Dock, c'est 2016, ils ont fait une campagne Indiegogo. Et puis ils ont profité effectivement du standard USB-C, donc plus de prise bizarre comme pour l'Atrix, tout simplement de l'USB-C qui transporte donc du coup tous les protocoles que je vous ai décrits. Et ça a été un succès, on va dire relatif, puisqu'on voit bien qu'ils renouvellent leur gamme régulièrement, mais ça reste un marché de niche. Sinon, UPerfect, qui est une marque d'écran nomade, donc des écrans qui sont prévus pour être baladés, de toutes les tailles, plutôt haut de gamme d'ailleurs, c'est des jolis produits. Ils sortent depuis 2020 des lapdocs, et alors il y a une version 15,6 pouces, donc assez grande, qui existe, mais c'est assez cher, c'est pas très bon marché UPerfect. Et on est, pour ce dernier modèle, plutôt au-dessus de 400 €. Alors, est-ce qu'il existe d'autres marques inconnues? Alors oui, il en existe. Je ne sais pas qui fabrique ça exactement. C'est certainement des produits conçus par des Chinois. Et pourquoi pas. Dobbsplay, Migopad, Crowview. Mais à chaque fois, je trouve pas que le prix est très intéressant. Et on se retrouve toujours en QWERTY, bien évidemment. Donc voilà. Les prix sont pas vraiment bas. Et c'est surtout cher par rapport à
un écran d'une part, un clavier, une souris d'autre part et une batterie d'autre part, surtout si vous disposez de certains de ces équipements. Alors l'alternative en do-it-yourself, DIY, on verra qu'il y a quelques concessions. Alors pour l'écran, sur Amazon on est dans les 120 €, sur AliExpress beaucoup moins, pour un écran tactile. Si vous voulez un écran pas tactile, là vous pouvez retirer encore 20 à 30 €. Pour ma part, je l'ai payé 70 € à peu près. Les grandes marques, c'est 150 à 200 € en tactile. Et puis, certes, il y a du choix, mais si vous voulez à tout prix du tactile, vous verrez qu'il n'y a quasiment rien au-dessus de 15,7 pouces, ou alors c'est vraiment exceptionnellement cher. Restez en non tactile, pourquoi pas, après tout. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça si vous voulez fonctionner en clavier-souris. Ça peut le faire aussi. Concernant le clavier, alors il y a un choix gigantesque de clavier, c'est formidable. Les critères, c'est déjà de trouver un clavier qui fait la largeur de l'écran, finalement, enfin un petit peu moins, pour pouvoir faire une construction qui soit compacte. Recycler un clavier que vous auriez déjà, c'est forcément une bonne idée. Le Bluetooth, ça peut faciliter la vie, on le verra plus tard, éviter un dongle, parce que le dongle, il va falloir le brancher, et le brancher où Et puis une souris slim, ça aurait été top pour le recharger. Moi, ce qui me concerne, c'est que j'ai choisi ce clavier Advance parce que j'adore les pavés numériques. Et donc j'ai trouvé un modèle de 34 cm de large qui avait un pavé numérique. Et la souris qui est un combo, elle est pas très très fine, mais en tout cas, voilà, c'est pas très cher et ça fera le taf très bien. En théorie, la connexion, c'est très très simple, puisque ce genre de connectique, USB-C avec DisplayPort, il suffit de brancher le smartphone sur l'écran. Le smartphone, il est capable d'alimenter l'écran, en tout cas mon écran par rapport à mon smartphone, et puis vous avez comme une tablette tout d'un coup en mode desktop pour mon téléphone. Et donc comme l'écran est tactile, finalement c'est déjà pas mal. Alors c'est pas mal, mais la batterie elle va vite être consommée, puisque c'est un écran qui va quand même consommer 7-8 watts. Et on n'a toujours pas de clavier et de souris dans cette configuration. Si on veut avoir de la recharge électrique, c'est possible, puisque on va avoir une batterie, une deuxième prise USB sur cet écran-là, qui permet d'alimenter l'écran, qui va donner un petit peu de courant au smartphone, mais j'ai toujours pas mon clavier et ma souris. Alors c'est là que ça se complique, parce que comme mon clavier souris n'est pas Bluetooth, eh bien, il me faut brancher le dongle. Et donc le dongle, si je veux le brancher côté écran, j'ai plus de prise. Si je veux mettre un hub USB côté écran, ça va pas fonctionner parce que l'écran se comporte comme un hub lui-même. Et donc ça fait un hub sur lequel je mets le dongle. Et là, le smartphone ne le reconnaît pas. Donc la solution, c'est d'ajouter un hub HDMI côté on va dire smartphone, et je vais utiliser une connexion HDMI ordinaire. Ça présentera l'avantage d'avoir finalement la possibilité d'utiliser ça même pour un clavier qui n'est pas USB-C. Alors quel fonctionnement j'ai adopté finalement? Donc on a le hub USB HDMI côté module clavier, parce que vous allez voir c'est en deux parties, donc un module clavier. Si on veut connecter le téléphone au hub pour recharger le téléphone, c'est un deuxième câble. Alors c'est possible, donc voilà. Et puis pour profiter du tactile, comme là je suis en HDMI, je suis plus en USB, j'ai besoin d'utiliser la deuxième sortie USB de l'écran vers le hub pour que le smartphone puisse recevoir l'information du tactile de l'écran. Et puis ça pose un nouveau problème, puisque on va avoir une négociation qui va s'opérer entre la batterie et le hub, c'est-à-dire en réalité le smartphone d'un côté, mais aussi côté écran. Et dans ce genre de batterie, il n'y en a qu'une qui gagne. Alors à chaque fois que la négociation tombait en faveur de mon smartphone, c'est-à-dire monter à 9 volts et non pas 5 volts, ça faisait clignoter l'écran. Donc la solution, c'était d'utiliser surtout pas l'USB-C pour le hub, mais les USB-A qui, eux, pour cette batterie-là, sont bridés à 5 volts et ça me va très bien. L'USB-C, lui, servira en fait à recharger la batterie, donc je laisserai un câble dépasser pour pouvoir faire ça facilement. Donc en termes de composants, vous voyez, j'ai remis un peu tous les composants, je finis dans les 170 €. J'avais déjà l'écran, donc en réalité, j'ai dépensé pour ce projet une centaine d'euros. Si je compte les câbles, et encore j'en avais déjà. Et puis le hub c'est pareil, j'en avais déjà un qui me servait pour d'autres usages. Donc en réalité c'était pour moi en tout cas pas très cher.
On voit qu'avec tous les câbles liés à ce montage avec un hub, bah, ça ne pourra pas être très compact parce que les câbles prennent de la place, hein. Donc au moins j'aurai un bon écran et un bon clavier, ça compensera un peu l'encombrement. Et maintenant la conception. Alors j'ai préparé une petite vidéo où j'ai montré les principales étapes de construction. Vous voyez en vert la place pour le clavier, en jaune pour le smartphone. Alors je faisais régulièrement des tests et j'ai fait un moment cette version là qui faisait en fait beaucoup de plastique pour pas grand chose, pour cacher l'arrière de l'écran avec ses câbles, et je me suis replié sur une solution un peu moins consommatrice en plastique et surtout beaucoup plus facile à câbler, parce qu'une fois qu'on a fermé le capot, alors des essais j'en ai fait plein, des essais, tout ça fait un peu de gâchis, mais c'est la rançon de faire soi-même, surtout que les tolérances sont quand même très faibles, je voulais que ce soit tout juste. Alors on voit ici là le résultat, les petites trappes tiennent avec des aimants, hein, donc sur les petites colonnes. On voit que l'emplacement pour le smartphone est aussi incliné pour pouvoir le retirer facilement, et aussi il y a une encoche pour le mettre verticalement, et un petit guide pour le câble USB-C pour qu'il soit bien en face et qu'il ne sorte pas facilement lorsque je mets la trappe. Donc voici le module, on va dire, clavier. Et de l'autre côté, on a la partie qui viendra se visser à l'arrière de l'écran avec les deux grosses pattes que vous voyez à l'arrière là, sur la sortie VESA. Des passages pour les câbles, hein, vous voyez là les trois câbles, et puis donc vous voyez la petite trappe pour visser après. J'ai fait un module à part pour ce qui va tenir la souris pendant le transport. Voici le résultat, vous voyez j'ai fait des trous entre les deux moitiés. Et en fait cette fixation, j'ai trouvé ça assez facile et pratique. On retire la tête des clous et puis on les enfonce. Après il ne reste plus qu'à faire comme ça en tapant et avec un peu de colle. Et maintenant le montage. On va voir ici les principales étapes de l'assemblage final, si je puis dire. Là tout a été imprimé. Le smartphone, ben, le fit il est impeccable. Si un jour j'ai un smartphone, je sais qu'il sera plus petit que celui-là, qui est gigantesque, qui fait 7 pouces de. Donc je ferai juste un tiroir différent. Le clavier, j'avais bien vérifié, vous voyez l'arrière avec l'arrondi, il y a un creux qui coïncide tout à fait. Et donc voilà, c'est bien calé, il y a juste 1 mm en largeur. Les petites trappes tiennent avec des aimants, c'est très satisfaisant à mettre en place, donc ça c'est sympa. Et puis de l'autre côté, bah, on va mettre le petit hub, j'ai trouvé un petit modèle. On aurait pu mettre quelque chose de plus balèze avec des sorties USB à l'extérieur, ça aurait pu être bien aussi. Mais bon, j'avais ça à la maison. Et voilà, ça rentre parfaitement. Et voilà quand on branche le smartphone. Donc ça se finit avec aussi une autre petite trappe. Voici maintenant l'écran. Alors cet écran, il a un mini HDMI. C'est vraiment débile ces prises, donc ça vous limite en termes de câbles. J'ai trouvé celui-là. Il y a deux prises USB-C, hein, donc elles peuvent servir indifféremment ou pour l'alimentation ou pour, on va dire, tout le reste. Et puis le support qui va venir en fait amener la batterie. Alors j'ai mis des adhésifs double face pour que ça tienne vraiment bien, mais le fit était déjà très bon. Et puis j'ai plus qu'à brancher mes câbles USB. Il y en aura donc un qui va aller jusqu'au hub et puis un autre qui va aller sur l'écran. Et puis un troisième pour la recharge. Alors le petit tiroir, il se visse avec des fils. Donc la première partie, les 2/3 là, ça fait quand même quasiment 30 cm. Hein. Faut une imprimante comme la mienne. Hein. J'ai une Sidewinder X2, elle peut imprimer 30 par 30. Et puis là c'est l'enfer des câbles, c'est toujours casse-pied. Alors vous comprenez pourquoi la version où c'était un capot complet, j'ai laissé tomber, parce que il faut vraiment avoir accès à ces maudits câbles pour pouvoir mettre tout ça. Et je finis avec les vis, voilà. Alors, 2 vis ça suffit pas, hein, quoi qu'on fasse, il y avait un petit problème mécanique que j'ai résolu en rajoutant une petite cornière avec 2 vis. Bon, c'est bricolé, hein, mais bon, c'est le style cyberdeck, on va dire. Et puis la petite trappe, pareil, il y a beau avoir des tolérances qui n'étaient pas géniales sur ce que j'ai fait, ça tiendra avec 4 vis, donc ça tiendra vraiment très bien. Alors là, je fais mon premier petit test, je m'assure que tout fonctionne, le tactile. Les amis, bonjour.
un petit coucou à ce youtubeur. Alors, on a l'impression que c'est un peu terne l'écran, mais c'est parce que là, je suis pas du tout en face. C'est un écran dont les couleurs vraiment sont bonnes. Je vous invite à regarder le test que j'ai fait à la fin de l'été de cet écran. Alors, chose sympathique aussi, il est capable de diviser l'écran, comme vous savez, Windows, un écran à droite, un écran à gauche. On verra ça plus tard dans une démo un peu plus complète. Alors, le clavier visuel apparaît toujours quand on tape dans un champ, mais dès qu'on tape sur le clavier, il disparaît et on peut taper. Et maintenant, la démo. Donc, voici le résultat final, avec ses câbles qui dépassent et son petit porte-souris bien pratique. Donc, je saurai toujours où elle est. C'est fait de sorte que ça tombe pas, hein. Donc, on va brancher mon merveilleux Huawei Mate 20X. Si vous demandiez ce que c'était que ce téléphone géant avec un écran de 7 pouces,2 pouces. C'est un modèle sorti en 2018. Bah, il marche toujours, mais je vais quand même changer cette année parce que j'ai pas la 5G et j'ai un Android très très ancien. Donc il faut attendre quelques secondes et puis là vous allez voir que l'écran va me proposer ou le mode miroir ou le mode desktop. Et si on le tient correctement, bah, ça fait touchpad en mode paysage, c'est impeccable. Moi je suis quand même malgré tout pas du tout fan des touchpads, je préfère les souris, hein. Et là ça fonctionne. Alors là pareil, désolé pour le contraste, comme la caméra est pas bien en face, mais je vous garantis que l'écran est de bonne qualité. Alors vous voyez que si je mets la fenêtre avec la souris, je l'emmène à fond, hop, elle se met en demi. Par contre, cette fonctionnalité bien sympa, elle fonctionne visiblement pas avec toutes les applis. Donc peut-être que certaines fenêtres sont pardimensionnables. Là, je fais un petit test de clavier, désolé, vous voyez pas. Mais ça marche bien, hein, c'est un bon clavier, hein. Bon, il a un toucher, on va dire un peu mou, hein, c'est pas un clavier mécanique, hein. Mais il fonctionne tout à fait bien, la disposition est standard et il y a vraiment tout ce qu'il faut avec les symboles là où ils doivent être. Et donc c'est plutôt agréable d'utiliser, donc un bon mode de productivité, que ce soit avec la suite Google ou même avec Office, puisqu'il existe les versions Android des applications Office, dont Excel, et ça fonctionne, hein. Donc ensuite, bah oui, là je vais aller chercher la souris pour faire un peu plus gros, donc là vous allez peut-être voir quelque chose. Alors c'est toujours le même système, quand on rentre dans un champ texte, il commence par afficher le clavier visuel, et puis ensuite dès que l'on tape, eh bien le clavier visuel disparaît, donc ça dérange pas en fait, c'est pas gênant. Alors là j'allais pour modifier le titre, et je voulais essayer le clavier, et puis ça marche pas, et ça c'est un petit problème que j'ai souvent, c'est que je dois débrancher puis rebrancher la prise qui emmène le tactile vers le hub pour que ça marche. Donc une fois que je l'ai débranché, rebranché, juste cette prise là, sans sortir de ma session, bah là ça marche. Donc voilà, c'est ce que j'écris là. Bon là c'est à l'accéléré, hein, je tape pas si vite, hein. Voilà, le tactile marche bien. Il y a une espèce de menu démarrer, donc on se retrouve dans quelque chose assez proche de ce que fait Windows, hein. Et puis voilà, bah, je peux jouer des vidéos. Alors là le son sort de mon téléphone, et tant mieux parce qu'il a un très bon son mon téléphone, alors que les haut-parleurs de l'écran sont vraiment très faibles. Et vous allez voir aussi que certaines applis supportent pas le mode desktop, et il fait un truc assez rigolo. Là j'utilise le touchpad, enfin le smartphone qui sert de touchpad. Alors ce clavier est équipé de touches multimédia, je me suis demandé ce que ça allait faire. Bah ça lance effectivement un prompt pour lancer une application de musique. Alors j'ai lancé YouTube, mais vous voyez c'est sur l'autre écran, c'est visiblement pas supporté par le mode desktop de Huawei. Et là j'ai lancé une petite musique, et bah, je vais poursuivre en essayant de changer le volume avec les raccourcis clavier. Et ils sont bien là, et ça fonctionne. Et vous allez voir que mon téléphone, il a un son très puissant. C'est vraiment très puissant. C'est un téléphone spécial. Ouais, il va fort, hein, mon téléphone. Alors voilà, là j'utilise les touches Next, et ça sonne plutôt bien, hein. Je me demande si la caisse de résonance par la petite boîte, là, améliore pas encore le son. Donc voilà, là c'est le remballage. Donc je dois remettre la petite trappe magnétique, ranger un peu les petits câbles s'ils dépassaient. Et puis on va tout replier. Mais j'ai un deuxième compartiment magique, hein. On peut y ranger des dongles USB. Et puis si vous avez
plein de dongles USB, un peu comme moi, bah, vous pouvez en mettre plein. Alors le problème c'est qu'avec les aimants, ils ont tendance à se coller un peu sur les 4 aimants. Sinon, ça marche très bien. Ça, c'est la prise pour recharger la batterie qui est donc dans mon laptop. Le petit logement pour la souris et ça tient vraiment bien. Là, même si je le mets dans tous les sens, il n'y a aucun problème. L'avantage du sur-mesure. Quelques clichés un peu plus propres. Voilà, donc c'est un look un peu cyberdeck, hein. Alors, le bilan, on va faire le pour et contre. Tout d'abord, l'écran, il est vraiment bon. Alors, ça se voit pas sur la vidéo que je vous ai réalisée, mais je vous assure qu'il est bon. Encore une fois, reportez-vous davantage à l'autre test que j'avais fait il y a quelques mois. Un grand clavier AZERTY, avec le pavé numérique, comme je l'ai choisi, je trouve ça quand même très sympa. Et en termes de productivité, je serai à mon quasi maximum avec ce clavier. Le coût total est inférieur à un produit du commerce. Si j'avais acheté un beau lapdoc, ça aurait été plus cher. Surtout que j'ai réutilisé beaucoup de mes pièces que j'avais déjà. Ça reste modulaire, c'est-à-dire que comme j'ai utilisé un hub USB HDMI, alors ça apporte énormément de câblage et de complexité, néanmoins ça veut dire que ce module-là, sans l'écran, je peux aller le brancher sur n'importe quel écran qui dispose d'une prise HDMI. Donc c'est ce petit plus. Côté contre, vous avez vu, c'est épais, hein, c'est plutôt encombrant comme système. Les câbles, ils dépassent, donc c'est moche, sauf si vous aimez les cyberdecks. Hein. Il n'y a pas de charnière, donc il faut absolument une table. Mais moi, en général, quand je vais travailler quelque part, il y a une table. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas un lapdoc, sous-entendu, vous pouvez pas le mettre sur vos genoux. Un lap, comme les genoux, non, pas avec ça. J'ai quand même quelques bugs. Donc j'ai le tactile qui veut pas fonctionner tout de go. Je dois en général débrancher et rebrancher juste ce câble là une fois que la session est démarrée pour qu'il fonctionne. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'ordre de détection des périphériques. En tout cas j'ai ce problème là, mais sinon une fois que c'est fait, ça fonctionne. Alors au final, est-ce que vaut mieux le faire soi-même ou vaut mieux acheter? Donc die or buy, voilà. Donc si vous avez déjà certaines pièces, ça va jouer en la faveur. Et si vous cherchez le prix minimum, là pareil, hein, on ne peut pas faire moins cher, si tant est que vous ayez une imprimante 3D ou que vous soyez un peu bricoleur, évidemment. Et puis l'acheter, si vous souhaitez un joli produit, bien compact, avec une bonne fiabilité, en tout cas supposée bonne fiabilité. Et puis si le QWERTY vous convient, parce que là finalement c'est un frein pour moi, ça l'est peut-être pas pour vous. Si vous cherchez un lapdoc QWERTY, vous trouverez quelques modèles chez Uperfect, là j'ai mis leur petite photo, qui marche complètement sans fil, c'est sympa quand même. Je sais pas s'il est bien, hein, mais en tout cas il existe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura amusé, vous aura instruit peut-être, vous avez peut-être découvert quelque chose. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, moi c'est important pour moi, hein. Ça ferait monter un peu ma chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre le petit like, et puis un petit commentaire, hein, si vous avez déjà des usages de lapdoc, je serais curieux d'avoir votre retour. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, restez cool!